Bonjour Denis. Bonjour Carole. Eh bien, je suis ravie de te retrouver, pour une, nouvelle séquence séquence que, on a choisi de dédier à l'organisation apprenante. Je te laisse te représenter Denis pour ceux qui ne te Mmh. connaissent pas encore. Eh ben, je travaille donc avec Carole et Résultance depuis pas mal d'années autour de toutes les problématiques d'accompagnement des organisations et notamment parce que c'est un peu mon cheval de bataille, tout ce qui est l'organisation apprenante. C'est-à-dire comment on fait pour que l'organisation soit elle-même productrice de ses propres, savoirs, compétences et puisse évoluer en fonction des évolutions technologiques. Du coup Denis, bah, je vais te laisser, partager ton écran pour qu'on puisse, bénéficier, du support que tu as réalisé. Je me réjouis de t'écouter comme pour les précédents, webinaires. Non, eh ben, merci. Eh ben, écoutez, On y c'est va, parti. c'est parti. Donc, l'organisation apprenante. Donc la question qui se pose à nous, c'est essentiellement, comment faire pour que l'organisation apprenante puisse être un levier de transformation des organisations post-crise, hein? C'est-à-dire, en fait, cette crise qu'on vit, c'est au fond, c'est qu'un révélateur de processus de changement permanent et la question qui se pose à nous, c'est comment peut-on rendre une organisation apprenante pour qu'elle puisse s'adapter en permanence aux changements qui surviennent dans son environnement? Alors, première chose qu'on peut dire qui est très importante, c'est que, l'entreprise dans un contexte assez mouvant, il y a sans arrêt de nouvelles technologies qui apparaissent, des métiers disparaissent, d'autres apparaissent. Il y a énormément de turnover dans les entreprises et ce qui fait qu'en fait, on arrive en permanence dans des processus d'obsolescence des compétences collectives et individuelles. C'est-à-dire qu'une compétence acquise en formation une année peut souvent, même l'année d'après, pour certains métiers comme le digital, ne plus être à jour. Donc, les entreprises sont obligées, sont tenues de faire évoluer en permanence les compétences pour être adaptées aux évolutions de l'environnement. Voilà. Euh, donc l'idée principale, c'est ça. Il y a une obsolescence permanente des compétences, une évolution technique, une évolution des techniques qui transforment les métiers et aussi donc les matières d'acquérir des compétences. Alors, quelles conséquences sur la production des compétences? Ce dont on a l'habitude dans les formations traditionnelles, formations initiales, c'est d'avoir un espace de travail distinct de l'espace de formation. C'est-à-dire, je suis dans l'espace de travail, un espace de production de biens à partir de la connaissance, et de temps en temps, je m'extrais du travail, je vais dans des processus de formation qui sont des espaces dans lesquels on va fabriquer de la compétence, de la connaissance et donc de la pédagogie à partir de l'expérience du travail. Et donc, on a traditionnellement une sorte de circulation extracorporelle de la connaissance. Elle est produite par l'expérience, transformée en une connaissance dans l'espace de formation, et elle revient à l'espace de travail par la formation. Et cette circulation extracorporelle de la connaissance et de la compétence, c'est c'est pas assez efficace par rapport à la rapidité des évolutions. Le temps de latence entre le moment où on fabrique par l'expérience de la connaissance et le moment où elle revient sous une forme formalisée par la formation est beaucoup trop long pour répondre aux besoins en évolution rapide des compétences, des connaissances, des savoirs des entreprises. Et donc la question qui se pose maintenant, c'est comment faire pour que le travail lui-même soit producteur de compétences. Et donc l'idée de l'entreprise apprenante, c'est ça, c'est de dire il faut rendre le travail apprenant, donc apprenant pour le salarié, c'est-à-dire qu'effectivement, si un salarié peut utiliser son vécu quotidien pour apprendre, pour évoluer dans ses connaissances, c'est bien, mais c'est aussi rendre le travail apprenant pour l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation elle-même produit de la connaissance sur un environnement mouvant, et c'est intéressant de pouvoir capitaliser ce qu'elle produit, non seulement ce que produisent ses salariés, mais ce qu'elle produit en tant qu'organisation sur elle-même. Mais c'est aussi vrai donc rendre le travail apprenant pour les équipes, parce que les équipes elles-mêmes en tant que telles produisent des connaissances qui sont différentes des connaissances et des compétences des salariés, et aussi différentes des compétences et des connaissances que l'organisation doit produire sur elle-même. Et on peut même aller beaucoup plus loin en considérant que rendre le travail apprenant, c'est aussi s'arranger pour que l'écosystème fournisseur, client, concurrent, l'écosystème de l'entreprise soit lui-même l'objet de ce travail apprenant. C'est-à-dire qu'en fait, en amenant son environnement, même concurrentiel, à entrer dans un processus de coproduction de compétences, on crée de l'intelligence collective et on crée de l'adaptabilité.
Voilà, donc l'idée, c'est ça, il faut rendre le travail apprenant pour rendre l'entreprise adaptable et créatrice de savoir partagé. En même temps, et ça c'est très important, assurer la continuité des compétences, d'abord malgré les entrées-sorties permanentes, mais aussi parce qu'il y a une obsolescence rapide des compétences. Et c'est pour beaucoup un moyen de fidéliser les salariés et de produire de l'engagement. On va s'apercevoir que lorsqu'on permet aux salariés d'utiliser son expérience de vie pour se développer, grandir, apprendre, progresser, il a moins tendance à partir, à aller voir ailleurs, parce que son besoin d'évolution est satisfait en interne. Et donc on produit de l'engagement et en même temps on fidélise des salariés. Mais ça a un autre avantage aussi qui paraît assez évident quand on vit ces histoires d'entreprises apprenantes, c'est qu'en fait, ça permet de capturer les savoirs et les savoir-faire pour les capitaliser et les partager. Donc, tout ça, au fond, toutes ces questions d'entreprise apprenante s'appuient sur un modèle de l'apprentissage qu'on peut partager rapidement. Au fond, quand je conduis mon activité au quotidien, je la con je la conduis au travers d'un modèle opératif. C'est-à-dire que j'ai une certaine manière de penser le travail avec mon expérience, avec ma formation, avec mes habitudes de pensée, qui me permet de conduire mon activité. La question qui se pose, c'est qu'à partir du moment où je fais évoluer mon environnement professionnel, le modèle opératif qui me permet d'agir est lui-même questionné par l'évolution de l'environnement. C'est-à-dire que les savoirs que j'ai n'étant plus valables, d'autres sont nécessaires. Et donc, le travail d'apprentissage consiste essentiellement en un travail de requestionnement en permanence du modèle opératif, c'est en fait de ma boîte à outils de connaissances, de capacités, de savoir, de compétences, etc. Et ce travail de requestionnement en permanence de mon modèle opératif, de ma boîte à outils de pensée, ne peut se faire que par ce travail de réfléchissement. C'est-à-dire que ce qui va le faire évoluer, c'est qu'en permanence, je prends mon activité comme objet de réflexion et que je me sers de ce que je vis au quotidien pour tirer des leçons, réfléchir, comprendre ce qui se passe, comprendre au travers de mes erreurs quelles sont les nouvelles connaissances et les nouveaux savoirs auxquels je suis amené à réfléchir, à comprendre et que je suis amené à construire, de façon à les réintégrer à l'intérieur de mon modèle opératif. C'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'on admet ce modèle de l'apprentissage, on s'aperçoit qu'il y a une boucle qui s'installe, une boucle vertueuse entre l'activité et la réflexion, qui fait que l'action est transformée par la réflexion, mais aussi la réflexion est aussi transformée par l'action. Et cette boucle de réfléchissement constitue la base de la démarche d'apprentissage. Alors, ce qu'on vient de voir là pour l'individu, on va trouver ça dans pas mal d'ouvrages, hein, c'est dans un de mes livres qui date déjà pas mal, mais c'est aussi vrai pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui fabrique de la connaissance, il faut qu'à un moment, elle produise en interne des processus de réfléchissement qui font qu'elle produit de la connaissance, elle formalise de la connaissance, et c'est qu'à partir du moment où cette connaissance est formalisée, qu'elle va se mettre à appartenir au collectif. Tant qu'elle est dans l'expérience de l'individu, généralement pas consciente, intuitive, pas parlée, pas nommée, elle ne peut pas appartenir au collectif. Pour qu'elle appartienne au collectif, il faut qu'à un moment, ça soit formalisé et transformé en mots au travers de processus de réfléchissement. Et on va voir que dans des entreprises qui mettent en place des démarches d'apprentissage, ce travail de réfléchissement se fait au travers de méthodologies du type analyse de pratique, du type groupe de coproduction, enfin, etc. Il y a plein de techniques qui font qu'au fond, on produit un réfléchissement à la fois individuel et en même temps organisationnel. Voilà. Heu, Comment on fait pour faire ces choses-là? Eh ben, en fait, c'est assez simple, hein. Pour rendre le travail apprenant pour l'individu, pour une équipe, globalement, le travail à faire est simple. On identifie les apprentissages à mettre en place. Qu'est-ce qui doit être appris? Qu'est-ce qui est nouveau? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Comment on va créer un contexte apprenant? C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire quel va être le contexte qui va nous permettre de développer cet apprentissage? Et on va mettre l'apprenant ou les apprenants ou l'équipe apprenante en situation de produire cette nouvelle compétence au travers de ce nouveau contexte apprenant. Et ça, pour que ça soit réfléchi, conscient et transformé en compétence, il faut que l'équipe ou l'individu apprenant soit accompagné dans son cheminement. Alors c'est le tutorat, c'est le mentorat, tout ça l'aidant à formaliser le savoir qu'il a produit pour pouvoir le partager et qu'il appartienne au collectif. Donc ce processus-là, il va fonctionner pour l'individu, c'est-à-dire que j'embauche un jeune, j'identifie ce qu'il a besoin d'apprendre, je crée les contextes qui lui permettent de développer cette compétence, je l'accompagne de façon à ce que ça soit formalisé. Mais c'est aussi vrai pour les organisations.
Par exemple, ça peut être vrai d'un site à un autre pour un grand groupe. Dans un grand groupe, il y a une compétence qui existe quelque part, on a besoin qu'elle existe ailleurs, et ben on met en place ce même type de processus qui crée de la connaissance et de la compétence pour qu'elle soit partagée. Alors, rendre le travail apprenant pour l'entreprise, généralement, c'est de mettre en place une GPEC, mais pas juste une GPEC qui suppose d'aller chercher des compétences à l'extérieur par des formes traditionnelles de formation, hein. On va chercher un expert extérieur qui connaît cette chose-là. C'est ça qui ne marche plus tellement. Mais par contre, une cartographie des compétences présentes et des compétences manquantes permettent de mettre en place une stratégie de développement des compétences sur ce même modèle. C'est-à-dire qu'on va créer des contextes apprenants, faire du benchmarking, vous savez, tous les fameux vie ma vie, toutes ces choses-là, même aussi des processus de formation qui peuvent exister, envoyer les gens chez la concurrence ou dans un autre site. Tout ça, ce sont des stratégies qui permettent de dépasser la conception de la formation juste comme étant un échange de connaissances et comprendre que la formation, le développement des compétences, c'est d'abord un travail sur l'expérience de la personne, même si elle doit être effectivement formalisée. Voilà. Et donc, rendre le travail apprenant pour l'entreprise, c'est réfléchir à quelles sont les compétences que nous produisons. C'est-à-dire que quand on fait ce qu'on fait, est-ce qu'on est en train d'inventer des compétences qu'on n'avait pas ou qui n'existent pas? Ça, dans le digital, c'est constamment, depuis des années, chaque entreprise qui se bat avec un projet, qui se bat avec une innovation, elle invente plein de choses. Et très souvent, tant qu'elle n'est pas formalisée, cette nouvelle compétence s'en va avec le salarié qui quitte l'entreprise. Quels sont les contextes dans lesquels nous produisons ces nouvelles compétences, comment on va pouvoir les formaliser, comment on va pouvoir les communiquer et les partager, avec qui, en interne, est-ce qu'il va falloir les donner, est-ce qu'il va falloir les vendre? Tout ça, ce sont des questions qui se posent quand on veut rendre le travail apprenant pour une organisation. Et alors, le pendant de cette chose-là qui est très important, c'est qu'en fait, la formation, la notion de formation va changer de forme. C'est-à-dire qu'en fait, le modèle de base, l'ADN de la formation, est en train de se transformer. La formation traditionnelle sous la forme d'un expert qui transmet un savoir à un novice, ça ne permet pas de développer des compétences au travail, hein, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et donc, pour pouvoir développer de nouvelles pratiques, il va falloir mettre en place des démarches du type analyse de pratique. Par exemple, les démarches FEST, formation, situation de travail, qui amène l'apprenant à prendre comme objet de travail sa propre activité. C'est la personne en train de travailler qui se questionne sur ce qu'elle fait, qui produit son propre travail, sa propre connaissance en situation de travail. Et ça peut amener l'entreprise à collecter au travers de GED, hein, de gestion des données, des data, au travers de wikis, hein. Beaucoup d'entreprises développent des wikis. Vous allez trouver ça, par exemple, c'est un exemple très intéressant des entreprises de bricolage qui ont créé des tutos sur absolument tout et qui sont disponibles gratuitement. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris, ces entreprises-là, que pour fidéliser des clients, qu'ils soient des artisans ou des particuliers, pour fidéliser des salariés, eh ben, il faut mettre en place un système qui produit en permanence de la connaissance et qui la partage. Voilà. Donc, la conséquence que ça a sur le travail, c'est que la distinction entre l'activité de production et l'activité de connaissance, donc là, entre apprendre et travailler, elle est en train de s'estomper. Je ne sais plus trop quand je travaille, je ne sais plus trop quand je me forme. À tout moment, je suis en train de me former, je suis en train de produire. Ce qui fait qu'on peut dire au fond que apprendre, c'est travailler. Quand j'apprends, je suis déjà au travail. Donc cette distinction claire et nette entre les moments où j'apprends et le moment où je travaille, elle est très clairement en train de s'estomper. Parce que quand je travaille à entretenir mes compétences et pour m'adapter en permanence, eh ben, je produis de la connaissance. Et donc, produire de la connaissance, c'est aussi servir l'entreprise comme produire des biens ou des objets. Je produis de la connaissance. Et derrière ça, il y a aussi une chose très importante, c'est cette distinction claire entre former et travailler, elle est aussi en train de s'estomper entre former et enseigner. C'est-à-dire que quand je forme les autres, j'apprends. Il ne faut pas penser qu'il y a celui qui sait et qui forme les autres. Quand je forme quelqu'un au travers de quelque chose que je connais, je suis en train d'apprendre. Plus je fais l'effort de formaliser ce que j'ai appris, plus je prends conscience que je sais. Je sais que je sais. Et c'est une forme de connaissance. Plus je suis conscient que je sais, plus je suis efficace dans ma façon de travailler, donc plus j'apprends.
Dans cette situation-là, l'encadrement, il a un rôle assez particulier. C'est de construire des stratégies de développement de compétences, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir, ce qu'on disait tout à l'heure, quelle ingénierie met en place, c'est quoi la stratégie à 10 ans, qu'est-ce qu'il va falloir développer, où sont les compétences, comment elles s'acquièrent, etc. Mais il faut aussi savoir produire des contextes apprenants et savoir les piloter. Et c'est souvent assez difficile, c'est l'objet des formations qu'on voit se développer sur la FEST, hein, être référent à FEST, c'est ça, c'est savoir produire des contextes apprenants et savoir les piloter. Mais c'est aussi savoir accompagner, être à l'écoute des gens, être dans la réflexion avec les autres, d'aider à la réflexion, etc. etc. Et c'est aussi mettre à disposition des outils apprenants du type Wiki, MOOC, etc. etc. Alors, pour finir un petit peu sur ce sujet-là, j'essaie de rassembler les 5 principes qui fondent une organisation apprenante. Le premier principe, c'est sortir de la conception traditionnelle de la formation organisée autour du contenu. On ne fait plus de formation à l'anglais, au français, au chinois ou à la technique, sinon en formation initiale. Effectivement, quand on fait une formation initiale à la mécanique, on fait une formation à la mécanique. L'apprenance en entreprise ne se situe pas forcément en termes d'expertise sur un contenu. C'est un processus qu'on met en place, un développement de capacité à apprendre, à partir de son expérience, sur tous les sujets, sans forcément que ce soit directement lié à une expertise technique. Une organisation apprenante, c'est une organisation qui est capable de mettre en place et de piloter des situations apprenantes. C'est une institution qui est aussi capable d'instituer la controverse, c'est-à-dire que c'est une organisation capable de comprendre que les seuls moments où je produis de la connaissance, c'est quand je me confronte à la réalité. C'est-à-dire quand je me confronte à quelque chose que je ne sais pas faire, parce que si je sais faire et que je n'ai pas de difficulté, c'est que je savais déjà, donc que je n'ai rien appris. Ce n'est que lorsque je me confronte à quelque chose que je ne sais pas faire que je produis de la connaissance. Mais cette confrontation, elle est aussi vraie entre les individus. C'est-à-dire que c'est lorsque je me confronte aux autres de mon équipe ou de ma direction que je produis de la connaissance. Et donc, instituer la controverse, c'est-à-dire admettre qu'il faut rentrer dans la confrontation, que ça ne doit pas être dangereux, que ça ne doit pas être quelque chose qui amène à des sanctions, c'est nécessaire pour qu'il y ait de l'apprenance, de l'apprentissage dans une entreprise. Mais c'est aussi développer dans l'encadrement les capacités à mettre en place des processus d'accompagnement. Et notamment, et pour en revenir à ce qu'on disait sur la controverse, rendre les encadrants capables d'accepter d'être confrontés et d'accompagner quelqu'un qui est en train de conduire une confrontation par rapport à quelque chose qu'il a à comprendre. Et ça, c'est une compétence assez particulière parce que ça suppose une capacité à lâcher prise sur son expertise et sur le contrôle de la situation. Et ça, c'est pas simple. Mais c'est aussi un dernier point important, la capacité pour une organisation à installer un réseau apprenant numérique qui soit à la fois ergonomique et évolutif. C'est-à-dire que ce réseau apprenant que j'installe, il va être appelé à évoluer en permanence sous le travail des salariés, et donc il faut que ce soit très facile à utiliser et capable d'évoluer en permanence. Voilà, puis vous trouverez à la fin de ce document quelques éléments bibliographiques autour de l'entreprise apprenante. Voilà, ma chère Carole. Merci Denis. Merci pour ce point de vue et ces échanges très empruntés à la pédagogie. Et bien écoute, je te propose qu'on en arrête là et puis que voilà, on se donne rendez-vous pour un prochain webinaire conférence prochainement. Absolument, très À bien. bientôt Denis, merci beaucoup. Merci Carole, à bientôt.